Bon, OK. Alors, bonjour à tous. Je suis vraiment ravie d'être de retour cette année. C'est ma deuxième année à la Semaine des développeurs. J'espère que vous avez passé vraiment une belle journée avec toutes ces présentations de qualité. Alors, pour ceux qui ont assisté à la session précédente, donc celle de Frédéric, vous venez d'en entendre vraiment beaucoup sur tous les différents services IA offerts par Oracle. Moi, de mon côté, je vais en rappeler certains d'entre eux, mais surtout, je vais vous parler, vous montrer comment maintenant vous pouvez utiliser ces services, les leverager, si vous voulez, pour créer des belles applications intelligentes avec Oracle Apex. Frédéric, il montrait son code Python, effectivement, qui était assez court. Là, moi, je vais tenter d'aller un petit peu plus loin et d'utiliser encore moins de code dans mes applications Apex. Donc, juste une petite présentation courte. Donc, comme disait Manon, je suis vice-présidente chez Insum. Insum est une entreprise du groupe Talent. On a rejoint Talent en 2021. Talent est un groupe international spécialisé dans l'innovation et la transformation numérique. Insum, par contre, depuis 2002, on est spécialisé spécifiquement dans les technologies Oracle, plus spécifiquement avec Oracle Apex, presque depuis ses débuts en 2004. Et on est aussi spécialiste OCI, donc du cloud Oracle et de la base de données Oracle. Nous sommes partenaires Oracle et nous avons une belle équipe d'environ 65 collaborateurs à travers le monde qui aident nos clients à tirer profit vraiment de leurs investissements Oracle, principalement, comme je disais, via des applications low-code Oracle Apex. Donc, rapidement, je sais qu'on doit voir toutes sortes de personnes dans l'audience. Peut-être que vous ne connaissez pas du tout Apex. Je vais quand même me permettre une petite introduction juste pour mettre tout le monde à niveau. Donc, Oracle Apex, il s'agit d'une plateforme de développement qui vous permet de créer des applications web sans le code peut-être extensif auquel vous êtes peut-être habitué. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de code et, bon, comme on le sait, en entreprise, souvent les besoins vont dépasser le pur low-code, mais vraiment, vous pouvez en faire beaucoup avec peu ou pas de code. Donc, vous pouvez vraiment facilement travailler avec vos tables, vos views, le PLSQL, globalement, vraiment simplifier le processus de développement grâce à des fonctionnalités, euh, des composantes déclaratives avec un minimum de code. Sachez que Apex est inclus avec la base de données Oracle. Donc, si vous avez Oracle, vous avez aussi Apex. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant. Ça vaut vraiment la peine d'aller explorer. Donc, rapidement, comme je disais, il s'agit vraiment d'un outil très polyvalent qui va vous permettre de créer des applications desktop. Bon, là, vous allez me pardonner, je suis québécoise, donc de Montréal, et vous allez peut-être entendre de temps en temps des anglicismes. Donc, des applications desktop, donc vous pouvez accéder via vos ordinateurs, vos browsers, euh, Chrome, Firefox, Edge, etc., mais aussi des applications mobiles qui vont s'intégrer directement avec votre base de données Oracle. Donc, Apex vous permet de concevoir via votre browser, développer et déployer des applications, qu'elles soient hébergées sur site, on-prem ou dans le cloud. Avec Apex, donc, vous avez vraiment accès à une variété de composantes différentes. Par exemple, les rapports interactifs, qui sont vraiment une composante qui a beaucoup de belles fonctionnalités. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Des formulaires, des graphiques, des calendriers, etc., etc. Donc, tout ça qui exploite directement les données de votre base de données.
OK, ça, j'aime beaucoup ce graphique parce que ça vous permet vraiment, je pense que ça met en valeur une des, des features, euh, possibilités vraiment importantes d'Apex, c'est-à-dire de se connecter à toutes sortes de données, donc toutes sortes de sources de données différentes. Parce que, bon, votre base de données, elle n'est pas la seule source de données que vous pouvez utiliser ou avoir besoin. Donc, il existe vraiment différentes sources à partir desquelles vous pouvez euh, extraire des données et utiliser dans vos applications. Donc, évidemment, votre PLSQL, votre SQL de la base de données locale, ça, c'est votre source de données principale. Mais vous pouvez aussi connecter Apex avec des services web externes, donc vos API REST, vos web services SOAP, tout ce que vous voyez en droite. Donc, c'est vraiment facile de connecter vos applications Apex via des sources de données, via des API. Et tout à l'heure, on verra comment on peut faire ça très, très facilement. Vous pouvez aussi, bien sûr, connecter votre application via des database links, donc vos connexions SQLnet, ça c'est en bas à droite, ça c'est une autre source de données. Mais vous pouvez aussi connecter ces mêmes applications via à d'autres bases de données, pas juste locales, mais en utilisant ce qu'on appelle le REST Enabled SQL. Donc, ça ressemble beaucoup au database link, mais ça facilite vraiment l'exploitation de ces données-là via les applications Apex. Donc, vraiment, comme vous voyez, il y a toute une panoplie de données qu'on peut éventuellement intégrer au sein d'une même application Apex. OK, donc ça, c'est un petit tour rapide. Euh, je vais quand même prendre, si vous me permettez, je vais faire jouer une petite vidéo de 3 minutes, juste pour ceux qui n'ont jamais vu Apex, pour vous montrer comment vraiment rapidement, en quelques minutes et sans aucun code, vous pouvez créer une application de base à partir d'un chiffrier Excel. Donc, je vais juste ici jouer la vidéo. Ça ne sera pas trop long, je vais peut-être même couper avant. Mais là, attendez, je vais mettre peut-être... OK. Donc là, ça, c'est dans l'application, le Builder Apex. J'ai cliqué sur Créer une application et je sélectionne un chiffrier Excel. C'est un chiffrier Excel tout bête avec mes projets et mes tâches. Et vous voyez, je fais juste accepter tous les défauts. Là, il télécharge mon chiffrier dans mon environnement Apex. Il me dit qu'il a reconnu les 73 rangées. Et là, c'est mes paramètres d'application. Donc, je vais lui donner un nom, projet et tâche, et j'accepte tous les défauts. Il va essayer, en regardant le chiffrier, de deviner le type de fonctionnalité que je pourrais avoir besoin. Donc, il a proposé différents types de pages. Là, je clique et vous voyez, j'ai vraiment rien mis comme code. Il a créé une application et là, vous pouvez voir, je me connecte. Tout ça, ça a été fait tout seul. Il me propose un tableau de bord avec des beaux graphiques, les projets divisés par tâches. Là, je peux avoir une option de recherche de projets. On appelle ça un faceted search. Donc, tout ça a été fait vraiment de façon automatique, tout simplement en regardant le chiffrier. Donc, là, ça, c'est le fameux rapport interactif que je mentionnais tout à l'heure. Donc là, avec une simple liste, on peut mettre vraiment beaucoup de fonctionnalités à disposition des utilisateurs qui peuvent maintenant venir faire ce qu'ils veulent avec leur rapport. Ils peuvent, par exemple, euh, identifier des rangées où le coût, ici, vous voyez, est supérieur à 500 $. Là, donc, je vais juste aller plus, on n'a pas besoin d'aller au complet, mais on peut rajouter, les utilisateurs peuvent rajouter des calculs,
peuvent faire des graphiques, etc. Et même afficher mes projets et mes tâches sous forme de calendrier. Donc, vous voyez vraiment avec peu ou pas de code, à partir d'un chiffrier Excel, ça m'a généré une application Apex vraiment quand même assez intéressante. Donc, je voulais juste, c'est sûr qu'on va, dans les exemples aujourd'hui, je vais aller un petit peu plus loin, il y aura un petit peu plus de code, mais c'était juste pour vous donner une idée que vraiment euh, avec sans code, vous pouvez déjà en faire beaucoup. OK? Donc, pour revenir, donc là, le titre de la présentation, c'est des applications intelligentes avec Apex. Mais qu'est-ce qui rend une application intelligente? Euh, bon, on peut imaginer une application qui non seulement fait les choses vraiment ennuyeuses à notre place, mais qui éventuellement pourrait même apprendre de ses erreurs, se connecte sans effort à d'autres systèmes. Donc, je veux juste prendre quelques minutes pour discuter un petit peu de qu'est-ce qui rend une application intelligente et on verra plus tard comment on peut intégrer certains de ces éléments-là dans notre application Apex sans trop de travail. Donc, tout d'abord, l'automatisation. L'automatisation, elle, et Frédéric a touché dessus aussi tout à l'heure dans sa présentation, l'automatisation va réduire les tâches banales et répétitives que nous détestons tous. Pensez à la saisie de données, au traitement de factures. Ça, c'est vraiment un bel exemple que Frédéric a mentionné tout à l'heure. Donc, avec l'automatisation, l'application va en faire une grande partie pour vous, ce qui vous laisse le temps éventuellement pour des choses pas juste plus importantes, mais espérons-le, plus intéressantes. Ensuite, l'adaptabilité. Bon, c'est un peu comme avoir un collègue qui apprend toujours de ses erreurs et n'oublie jamais. Donc, une application intelligente, elle ne va pas se contenter tout simplement de suivre les règles, mais elle va apprendre des données qu'elle traite. Donc là, on va vraiment rentrer dans les notions de machine learning et ça, c'est vraiment le prochain niveau d'application intelligente. Dans le use case d'aujourd'hui, je ne toucherai pas au machine learning, mais sachez que ça fait partie des services IA d'Oracle et c'est vraiment une composante clé des applications intelligentes. Ensuite, évidemment, il y a l'intégration. L'intégration permet aux applications de se connecter et communiquer avec d'autres systèmes sans problème. Donc, pensez qu'il s'agisse de connecter à votre système ERP, à votre CRM, tout autre. Donc, l'intégration va permettre que ton application euh, fournisse une seule source de vérité. Donc, elle peut prendre les dernières données du ERP, les dernières données du CRM et présenter ça facilement à l'utilisateur. Et finalement aussi, l'autonomisation de l'utilisateur. Euh, c'est là que l'application, elle va pas se contenter juste de faire le gros du travail, mais elle va mettre en valeur l'utilisateur. Elle va fournir des interfaces intuitives, des analyses peut-être perspicaces qui vont permettre à l'utilisateur vraiment euh, d'être à sa plus grande valeur. Donc, on va regarder ça aussi un petit peu dans l'exemple. Donc, tout cela dans le monde réel, ça se traduit par un gain d'efficacité, n'est-ce pas? On peut en faire plus en moins de temps. On essaye de réduire les erreurs de saisie de données. euh, et ça va, espérons-le aussi, nous aider à prendre des meilleures décisions, des décisions plus stratégiques. OK? Donc, voilà pour la définition d'une application intelligente. OK. Donc, pour l'histoire, je vais vous présenter Jeanne. Jeanne, c'est la responsable des comptes fournisseurs chez Acme Corp. Elle a un travail important. Par contre, tous les jours,
le bureau de Jeanne est enseveli sous une montagne de factures. Son travail consiste son travail consiste à s'assurer que chaque facture est traitée, payée à temps et correctement saisie dans l'ERP. Elle doit les saisir manuellement et ça prend beaucoup de temps, comme vous pouvez l'imaginer. C'est source d'erreurs et c'est pas super intéressant comme travail. Donc là, c'est sûr que je vous parle d'une application, d'un cas fictif, mais sachez que on a eu un cas très, très semblable avec un vrai client, un client ici au Canada, en Ontario, qui croulait sous des centaines de factures qu'il recevait à chaque semaine. Donc là, je vais vous présenter une version un petit peu simplifiée de la solution finale, mais on a utilisé les services IA Oracle, dont Document Understanding, et aussi les services de GenAI pour créer des applications intelligentes et réduire et les erreurs et la vitesse de l'efficacité du département de compte fournisseur. Donc, mais pour le cas aujourd'hui, je vais vous parler de Jeanne. OK? Donc, comme Frédéric vous a quand même parlé de ces services-là, je vais aller plus rapidement, mais dans le projet que je vais vous présenter, la démo, on va donc utiliser le service de GenAI Oracle. Comme disait Frédéric, il y a plusieurs modèles différents disponibles, dont Llama 2 de Meta et Cohere Command. Dans l'exemple, je vais vous montrer les deux. On est capable de leverager les deux. Je pense qu'on va focuser sur le Cohere Command. Donc, deux modèles LLM disponibles à partir de la console OCI. OK? Bon, sachez que tous les services d'IA sont disponibles via des endpoints, des REST endpoints. Donc, bon, c'est plus ou moins intéressant ici. Je vais vous montrer dans l'application. Mais pour le GenAI, à savoir qu'il s'agisse qu'on utilise le modèle Llama ou Cohere, et même, c'est la même chose s'applique pour OpenAI, il faut toujours fournir un contexte au LLM. Donc, comme le modèle ne voit pas vos données en local, il faut fournir un contexte, dire de quoi il s'agit et de poser la question. Donc, je vais vous montrer dans l'exemple quelle est la syntaxe pour créer le prompt qui parle à la LLM, mais dans les deux cas, dans tous les cas, il faut fournir et le contexte et ensuite la question ou la tâche qu'on demande à l'IA. OK? Donc là, je pense que je vais passer directement à la démo. Donc, en gros, on va vous montrer comment, dans un cas d'usage de compagnie qui reçoit une grande quantité de factures, peut utiliser et le service de Document Understanding d'Oracle ainsi que GenAI pour augmenter l'efficacité et réduire les erreurs. OK? Donc, là, je vous partage donc une application Apex et on ira en arrière pendant la démonstration. Donc, pour commencer, et on va augmenter les fonctionnalités de l'application ensemble, donc en mode live. J'espère que ça va bien se passer. Donc là, la première idée, la première étape, c'est que l'utilisateur viendrait ici et va télécharger les factures pour traitement. OK? Donc, dans un premier cas d'usage, on va choisir Donc, on peut s'imaginer que les factures sont quelque part en local sur l'ordinateur et on clique sur Process Document. Et voilà.
Donc, pour l'instant, il ne s'est pas passé grand-chose. Tout ce qu'on a fait dans cette première étape, c'est qu'on a téléchargé la facture. Là, ensemble, je vais vous montrer comment on peut appeler le service de Document Understanding d'Oracle pour extraire les données de la facture et éventuellement les traiter dans l'application. OK? Donc, je reviens sur cette page-là et bon, ici, on va aller en mode Edit de la page. Donc, c'est ici que on construit la page Apex. Donc, ici, on voit que tout ce qu'il y a comme process, quand on clique le bouton, c'est on a pris le fichier et on l'a envoyé au Object Storage d'Oracle. Rien d'autre. Et on a enregistré, ça c'est un process standard d'Apex qui enregistre la rangée dans la table. OK? Maintenant, comment on va faire pour appeler le service de Document Understanding? Donc, on va y aller étape par étape. La première chose, donc ça c'est je vous montre un petit peu l'interface de développeur d'Apex. Chaque application, donc là, mon application ici, Automatic Invoice Handling, c'est mon application 101. Elle a des composantes partagées, des shared components. Et là, une des choses les plus intéressantes, c'est justement la configuration des différentes sources de données. Donc, on va venir créer une une source de données, REST Data Source, qui va utiliser l'API de Document Understanding d'Oracle. Okay? Donc, on va faire ça ensemble. Je vais créer la source de données. Okay? Là, la première chose, c'est, je donne un nom, Document Understanding. Et je dois lui fournir le endpoint de l'API. Ça, c'est disponible dans la console OCI. OK? Donc là, effectivement, c'est le Analyze Document qu'on va utiliser. Pas de pagination. Là, ça prend l'authentification. Donc, un prérequis, ça, je l'ai fait avant la session aujourd'hui. Dans votre console OCI, il faut que vous générez des clés d'API et après, à partir de ça, on peut créer des credentials pour authentifier sur le service REST. Donc, moi, je les ai déjà ici. OK? Et là, je vais créer mon REST source, OK? Et on va venir le configurer, OK? Donc, pour le Document Understanding, c'est un post qu'on va faire au service. Donc, je vais venir configurer mon post. Et je dois lui donner le template de la requête. Donc, ça, je vais le sortir ici. OK? Donc, ce sont vraiment les composantes, les paramètres que j'ai besoin pour utiliser le service de Document Understanding. Donc, ça aussi, ça fait partie, c'est disponible de la console OCI. Le bucket, Frédéric vous a montré ça tout à l'heure. Voilà. Donc, ce sont des éléments, des paramètres de du REST Data Source. Là, je vais cliquer sur synchroniser. Et en gros, ça me crée le data source avec les différents paramètres que je vais devoir fournir pour l'utilisation. OK? Donc, je vais sauvegarder. Je dois quand même rajouter deux petits paramètres ici. OK? Et
Ça, c'est pour la réponse de l'API. C'est le paramètre out. J'ajoute. Et voilà, en gros, j'ai configuré mon REST Data Source que maintenant, je peux utiliser dans mon application. OK? Donc là, j'ai configuré Document Understanding. Par la suite, on va faire pareil avec le service GenAI. Maintenant, on va commencer par Document Understanding. Donc, je reviens ici sur ma page. Donc, ce qu'on veut faire, une fois qu'on a téléchargé le document et qu'on l'a mis dans Object Storage, maintenant, on veut l'interpréter avec le service Document Understanding. Donc, je viens en mode Edit. Et après, donc voici les deux process qu'on a vus tout à l'heure. On va en créer un autre qui va être Document Understanding. Et on va tout simplement utiliser le mode Invoke API. Le type, c'est un REST source. Donc maintenant, il va me montrer les REST data sources qui sont configurés dans l'application. Il n'y en a qu'une seule, Document Understanding. Quelle opération? C'est le POST. On va sauvegarder. Et là, on voit les paramètres de l'API, de la REST Data Source qu'on a configuré tout à l'heure, et on doit les fournir. Donc là, il a deviné, j'ai des items sur ma page ici qui sont cachés, qui contiennent les valeurs de mon compartment, mon bucket, tout ça. Donc, on va juste les regarder rapidement. Donc, c'est un item, je vais passer le bucket name, le compartiment, feature type, namespace. L'objet aussi, je ne veux pas me tromper, ici, c'est le nom de mon fichier. La réponse, en fait, je veux retourner la réponse de l'API dans un item sur ma page, dans mon champ réponse. OK? Donc, voilà, en gros, ça devrait suffire pour passer mon document au service Document Understanding, faire le traitement et retourner la réponse dans mon champ réponse. Bon, comme on a vu avec Frédéric tout à l'heure, c'est du JSON. La réponse va être quand même euh, assez, assez importante et c'est du JSON que peut-être qu'un utilisateur aura de la misère à interpréter. Donc, nous, et là, c'est le plus gros du code qu'on va devoir faire dans l'application ici, on va devoir traiter le JSON, le parser pour le lire d'une façon, pour le rendre d'une façon plus utile à l'utilisateur. OK? Donc, une fois qu'on a fait la partie Document Understanding, maintenant, on va venir rajouter un autre process qui va être parse response. Donc, elle va venir lire la réponse de l'API et retourner la réponse. Donc, ici, je vais quand même OK. Donc, ici, c'est du code. On va exécuter du code. Comme on a vu, il y a pas mal de différentes options déclaratives qu'on veut utiliser. On peut envoyer des emails, on peut envoyer des notifications push. Tout à l'heure, on a fait Invoke API, mais maintenant, on veut exécuter du code. Et là, je vais quand même... Ça, c'est le code. Et en gros, c'est pour essayer de lire la réponse. Et là, on va utiliser le format JSON Table pour aller extraire les valeurs du JSON pour les mettre d'une façon plus lisible à l'utilisateur. OK? Donc, je vais insérer la réponse dans ma table
réponse ici et les lignes de ma facture dans une table de lignes. OK? Donc, en gros, là, on devrait être en mesure, en espérant que tout a fonctionné. Je vais refaire un autre exemple. Donc, tout à l'heure, on a vu, il ne s'est pas passé grand-chose. On a juste téléchargé la facture. Là, je vais prendre la facture et donc là, c'est un peu plus long parce qu'il ne fait pas juste envoyer à Object Storage, mais là, il a fait l'interprétation aussi. Donc, voyons de quoi ça a l'air. Bon, c'est peut-être pas le bon. OK. Donc, ça, c'est celui qui a fonctionné. Donc, là, on peut voir ici, ça, c'est la facture que j'ai téléchargée avec les différentes lignes et le montant total. Et ici, on voit de la même façon que Frédéric montrait tout à l'heure dans sa présentation, il va donner une notion de confiance, s'il est confiant ou non, qu'il a reconnu le numéro de la facture, la date de la facture, euh, le total de la facture. Donc, on peut dire qu'il est quand même assez confiant ici. Et il a reconnu aussi les différentes lignes de la facture. Donc, comme vous voyez, ça, éventuellement, ça permettrait à Jeanne de ne pas saisir ça manuellement, mais de pouvoir juste jeter un coup d'œil et, euh, et envoyer ça directement dans son ERP. OK? Donc, c'est quand même intéressant. On va aller peut-être une étape plus loin maintenant et voir comment on pourrait aussi utiliser les services GenAI dans dans ce même use case. OK? Donc, on a vu Document Understanding, il a pu lire et extraire les données. Là, on va, de la même façon qu'on a créé la REST Data Source pour le Document Understanding, on va faire pareil pour la Generative AI. OK? Donc, je vais retourner à mes composantes partagées et on va créer une nouvelle data source qui serait pour mon service GenAI. Donc là, OK, donc ça, c'est l'URL, le endpoint de l'API. OK, on accepte. De la même façon que tout à l'heure, on va utiliser la même authentification que tout à l'heure. On va créer la REST Data Source. On va venir, encore une fois, c'est un post qu'on fait, not mapped. Et là, donc ça, ce sont tous les paramètres qu'on doit spécifier pour l'utilisation du service GenAI. Donc, encore une fois, le compartiment. Ici, je hardcode le modèle Cohere, mais on pourrait aussi le paramétrer pour pouvoir le passer, éventuellement utiliser le Llama 2, par exemple. Bon, il y a le prompt, évidemment, qu'on doit fournir et on se rappelle que le prompt doit être une combinaison du contexte et de la tâche qu'on demande au service IA. La température qu'on va paramétriser aussi. Bon, et pour le reste, je vais accepter les défauts. Encore une fois, je synchronise. J'ai donc les paramètres de mon REST Data Source. De la même façon que tout à l'heure, je vais en rajouter deux autres, une pour le header et l'autre pour pouvoir traiter
la réponse. Donc, on va faire ça rapidement. Et l'autre, qui est la réponse, out. Donc, encore une fois, aussi simple que ça, j'ai défini mon REST Data Source et maintenant, sur ma page, je vais pouvoir l'utiliser pour, euh, euh, pour aller appeler le service GenAI. OK? Donc, je vais retourner sur, donc là, ici. Donc, par exemple, on pourrait imaginer un scénario ici que avant d'approuver la facture pour paiement, on voudrait peut-être essayer d'avoir des insights, analyser un petit peu l'historique de ce fournisseur et pouvoir donner un petit peu d'intelligence et dire est-ce que je devrais approuver ou non cette facture. Mis à part, est-ce que les données ont l'air correctes? Maintenant, est-ce que c'est un fournisseur avec qui on a possiblement un problème, etc., etc. Donc là, ça, c'est une situation où peut-être sur cette page-là, je voudrais avoir la possibilité d'utiliser GenAI pour aller voir dans l'historique de mes factures, donnez-moi des informations sur ce fournisseur-là avant d'approuver la facture. OK? Donc là, on va créer cette situation-là. OK? Donc, là, on va créer un process qu'on va appeler, bon, en anglais, Get Insights. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce fournisseur? OK? Get Insights. Et là, encore une fois, on va... Oh, attendez. On va invoke l'API. Encore une fois, c'est un REST source. Et maintenant, on voit les deux qu'on a créés, et le Document Understanding et le GenAI. C'est le GenAI et c'est le POST. Ah, parce qu'il n'aimait pas le doublon avec celui-là. OK. Donc maintenant, les paramètres. Encore une fois, ici, le paramètre pour mon compartiment, c'est, bon, ça, je l'ai dans un item de mon application. C'est comme ça qu'on peut se référer à des items d'application avec cette notation-là. OK? Bon, maintenant, on va regarder ça après. La réponse, encore une fois, on va vouloir la mettre dans mon champ Insights de ma page. Température, ça, pour ceux qui ont déjà joué avec les API de GenAI, de LLM, c'est le niveau de créativité qu'on veut avoir dans la réponse du AI. Là, et je pense que ça va de 0 à 1. Pour mon cas ici, je veux pas trop de créativité, je veux juste qu'il me donne les informations sur sans trop peut-être avec moins d'hallucinations. Là, la création de mon prompt, je vais aller le chercher ici. Ah, attendez. Bon, je vais aller le chercher, je n'avais pas sauvegardé. Je vais aller dans mon autre application, un instant.
Parfait. OK, donc j'étais sur ma page 8, l'analyse de facture. OK. Donc là, j'ai passé mon compartiment, j'ai dit la réponse, je veux que vous me l'envoyez dans mon champ Insights de ma page. La température, on va y aller avec un 1. Maintenant, le prompt. Donc ici, on va construire le prompt qu'on veut utiliser pour passer à l'IA. OK? Donc, la syntaxe, comme vous avez vu dans la définition de mon REST Data Source, on appelle ici le modèle Cohere. Donc, le syntaxe pour Cohere, il faut passer comme ça, ressemble comme ça, le contexte. D'abord, on passe le contexte, ensuite, on passe la question et on construit le prompt comme ça. Donc, pour l'histoire ici, je dis que vous êtes un analyste de données expérimenté et vous voulez essayer d'aider notre gestionnaire de compte fournisseur pour en dire un petit peu sur ce fournisseur-là. Et là, je vais passer des données. Donc, il faut que je passe les données sur le fournisseur dans le contexte. Et je vais vous montrer comment on fait ça. Et quelle est la question que je demande? Donne à mon gestionnaire des informations sur peut-être les montants moyens de facture et indique s'il y a quelque chose qui devrait considérer avant l'approbation de la facture. OK? Donc ici, je ne vais pas trop aller dans le détail, mais en gros, j'ai une fonction ici qui va chercher les données sur ce fournisseur-là et les mettre en format CSV. Et je vais remplacer dans le prompt les données. Donc, au final, le prompt que j'envoie à l'IA est cette instruction-là avec les données sur ce fournisseur, OK, qui sont remplacées ici dans ce placeholder. OK? Donc, en gros, c'est mon prompt. Et j'ai dit que je voulais la réponse dans mon champ Insights. OK? On devrait être capable de maintenant, donc, je voulais juste vous montrer aussi. Ici, j'ai mon bouton, j'ai le bouton Insights ici, et quand je clique dessus, il va appeler ce REST Data Source avec le prompt. OK? Donc, on va voir si ça fonctionne. On vient ici. J'ai ma facture, j'ai les informations. Et si je clique Insights, donc là, il appelle le service GenAI, le modèle Cohere, en lui envoyant toutes les informations sur ce fournisseur-là et il m'envoie la réponse. Donc, comme vous voyez, on a oublié une petite étape. C'est un peu comme tout à l'heure, je suis allée un peu vite, mais avant de faire le test, j'ai quand même fait une étape de parser les résultats. Donc, la réponse du service, c'est qu'il va les envoyer en JSON. Maintenant, on va faire une petite dernière manipulation pour rendre ça de façon un petit peu plus intelligente à l'utilisateur. Donc, on va pas juste ramener la réponse, mais maintenant, on va faire un parse results. OK. Et on va exécuter du code. Et je vais juste le prendre ici. Que vous voyez, j'espère que vous voyez assez bien. Donc, en gros, ça ressemble beaucoup à la syntaxe de tout à l'heure. On utilise la syntaxe JSON Table et on va chercher le texte du JSON, puis on va le ramener dans mon champ P8 Insights, qui est l'item de ma page. OK? Donc, on pourrait refaire
l'exercice ici. OK. La Insights. OK? Et là, on peut voir, c'est plus le JSON, c'est beaucoup plus lisible. Il fournit euh, montants, euh, des montants moyens des factures et donne des indications si oui ou non euh, la facture devrait être approuvée. OK? Bon, c'est peut-être pas le meilleur use case de la GenAI. Là, je vais être honnête avec vous, le AI, pour ce genre de calcul-là, c'est plus ou moins, il risque d'halluciner et c'est pas juste le modèle Cohere de Cohere Command, mais c'est le même, on obtient souvent les mêmes résultats avec OpenAI et d'autres. C'est pas ça peut donner euh, des idées intéressantes, mais pour les calculs, les nombres de factures, les moyennes, c'est peut-être pas le meilleur. Mais on peut, par exemple, poser une question tout bête. Est-ce que toutes les factures de ce fournisseur sont payées? Donc ça, je pense que ce serait un meilleur use case. Mais on peut voir alors comment, de façon quand même assez simple, on a pu et faire une analyse de documents et extraire les données pertinentes et aussi faire un appel au service GenAI avec quand même un minimum de code. Je pense que le plus gros du code est dans l'extraction, le parsing du JSON parce que le JSON est quand même gros, compliqué, donc c'est le gros du code. Euh, je regarde un peu l'heure. Il reste quelques minutes. Je voudrais vous montrer un autre élément intéressant d'Apex qui est la possibilité de facilement incorporer des workflows, des flux de travail. Donc ici, on peut imaginer que peut-être quelqu'un, une assistante, un assistant ou une assistante téléchargerait toutes les factures et irait pour approbation à notre fameuse Jeanne. Donc, Jeanne, tout ce qu'elle a, c'est à faire une approbation finale. Donc, je vais vous montrer rapidement un autre élément dans les composantes partagées d'Apex, qui sont la définition de tâches. Donc, ici, on peut définir, et bon, ça peut être beaucoup plus compliqué. Apex peut nous permettre de bâtir des workflows vraiment complexes avec des points de décision, évaluer des conditions, des fois envoyer sur une voie pour des envois d'emails, un traitement différent, mais il y a aussi tout simplement des tâches qui ont juste besoin, par exemple, euh, d'une décision simple et la conclusion est approuvée ou rejetée. Donc, on va juste regarder ça rapidement, une définition de tâche ici. On pourrait, par exemple, dire approbation facture. OK. Là, ça, c'est le sujet de ce que la personne qui doit approuver va voir dans sa liste. Approbation requise. Quand tu définis une tâche, tu peux identifier une priorité. Là, on va dire que c'est moyen. Là, je vais vous montrer, ici, je vais le hard-coder. Je vais dire que c'est Jeanne, celle qui reçoit la tâche pour approbation. Mais quand on va rentrer dans la définition, je vais vous montrer, c'est beaucoup plus flexible que ça. On pourrait utiliser une requête pour identifier à qui la tâche est destinée. Ici, il y a juste Jeanne qui doit approuver les, les factures. OK? Donc là, on a hard-codé que c'est Jeanne, mais on pourrait ici
euh, utiliser, aller chercher, par exemple, dans une table qui est le gestionnaire de la personne qui soumet la tâche. Donc, par exemple, dans un contexte d'approbation de compte de dépenses. Là, ce n'est pas toujours Jeanne, ça serait le gestionnaire de la personne. Donc, il y a toutes sortes de possibilités. Ici, moi, je l'ai hard-codé. Là, c'est quoi les paramètres de la tâche? On a juste besoin du ID. OK. Et quelles sont les actions possibles de la tâche? Et je pense que je dois sauvegarder ici. Je vois le temps qui coule. Je vais essayer de faire plus vite. OK. Donc, approve. Donc, quand on complète l'action, et là, vous voyez ici, comme c'est une tâche simple, c'est approuver ou rejeter. Donc, sur l'approbation, par exemple, je vais tout simplement faire une mise à jour de ma table et dire que le statut est approuvé. Donc, bon, je passe un peu vite, mais... Oh, ah non, ça c'est le message de succès. OK, ici, ça c'est quel est le message que l'utilisateur reçoit. On va dire approuvé. OK. Donc, vraiment rapide, comment on définit une tâche de façon quand même assez déclarative dans Apex. Maintenant qu'on a défini la tâche, on peut retourner sur notre page ici. Donc, quand la personne soumet, par exemple, Marie va télécharger la facture, ça va appeler l'API si on retourne sur la page, va appeler le document understanding, va traiter la réponse. Maintenant, on peut aussi générer la tâche pour Jeanne, la tâche d'approbation. Donc, on va créer un nouveau process ici. Get approval. Et là, ici, ça c'est une autre option qu'on n'a pas vue encore. C'est une human task, une tâche. Et là, on va sélectionner celle qu'on vient de définir ici. Et le ID, tout simplement ici. On sauvegarde. Oh, qu'est-ce qu'on a? ID. Ah, OK. Attendez, ici, l'item, c'est mon ID, ici. OK. Donc, ça, c'était le paramètre. Comme vous vous rappelez, dans ma définition de tâche, j'ai dû créer le paramètre du ID de la tâche. OK? Donc là, je peux sauvegarder. Et là, en principe, j'ai créé un processus qui va générer une tâche pour Jeanne qui va maintenant pouvoir approuver ou rejeter la facture. OK? Donc, on peut faire un dernier essai ici. On va choisir une autre facture. Donc, en rappel, il appelle le Document Understanding, mais une tâche supplémentaire, il aurait dû créer une tâche pour Jeanne, elle est ici, avec approbation requise. OK? Donc, ça, c'est les tâches que j'ai générées. Ça, c'est ici, et ça aussi, c'est des pages qui sont créées de façon automatiquement quand on crée la définition de tâche. Moi, je n'ai rien à prouver, mais si je me connecte maintenant comme Jeanne, maintenant, j'ai une tâche qui vient d'être créée
que je peux approuver ou rejeter. Bon, j'ai manqué une petite étape ici. Il faudrait que je permette à Jeanne de voir, d'ouvrir la page qu'on a vue tout à l'heure avec les résultats du Document Understanding. Attendez, je pense que je devrais être capable de faire ça vite fait. Ici, dans une chose que j'ai oubliée, c'est il faut définir, quand je définis ma tâche, je dois aussi dire quelle est la page que j'appelle pour donner à la personne le visuel, les résultats, les informations sur la tâche qu'ils doivent approuver. Dans mon cas ici, c'est la page 5. Je ne sais pas si ça va suffire maintenant, si la tâche a déjà été créée, mais allons voir. Ah, OK. C'était le bout qui me manquait. Donc là, Jeanne pourrait cliquer ici et voir les détails de la facture, pourrait ici voir quelle était la comparaison entre la facture et les résultats de l'IA et éventuellement aller chercher, demander de l'aide, des insights avec le GenAI. Donc, voilà pour le tour. Et là, je pourrais approuver et la tâche a disparu. Donc, pour boucler la boucle, Jeanne, au lieu de passer ses journées à saisir les factures, pourrait tout simplement venir dans une application ici, accéder à son tableau de bord, cliquer sur ses approbations qui ont été générées de façon vraiment simple. J'espère que vous l'avez vu. Une définition de tâche, 2 REST Data Source qu'on a configuré grâce aux API de notre console OCI. Et tout simplement quelques boutons, un petit peu de code, j'ai envie de dire un petit peu moins que le code de Frédéric, mais on est peut-être kiff-kiff avec le parsing. Mais voilà, donc c'est comme ça qu'on peut tirer profit de ces services IA d'Oracle dans une application low-code Apex avec, j'espère que vous êtes d'accord, peu de code. Donc, voilà pour la présentation. Je suis contente, je ne pensais pas que j'allais pouvoir incorporer les approbations, mais c'est quand même un élément important quand on parle d'application intelligente, cette notion de workflow, de flux de travail, d'approbation. On peut voir que c'est vraiment simple de monter ça. Et dans un autre webinaire, on ira plus en profondeur dans le workflow parce que c'est vraiment une belle fonctionnalité de la plateforme Apex. Donc, voilà, voilà pour la présentation sur les applications intelligentes Merci, Apex. merci Michel pour